Alors, je vais d'abord vous présenter les caractéristiques de la ruche Varée. La ruche Varée, c'est une ruche, on peut l'appeler comme on veut, soit écologique, soit respectueuse des abeilles, soit pour fainéants. Elle se distingue des autres ruches industrielles que la plupart des apiculteurs ont. Par la façon dont les cires sont produites et le miel produit. Donc nous, on accroche juste des petites barrettes comme ça en bois au-dessus. Donc ça se présente de la manière suivante. Donc là, j'ai mis ici. Donc, on a des éléments qui sont tubulaires de ce type-là. Donc c'est des caisses. Et au-dessus desquelles on met donc des barrettes. On accroche des barrettes comme ça, et puis les abeilles finissent par construire un rayon entier qui se présente de cette manière-là. Ça, c'est un rayon qui est à moitié construit, enfin à moitié rempli, et donc elles développent elles-mêmes la structure alvéolaire en cire, et elles finissent par la remplir par du miel. Hein. Donc ça, c'est un rayon qui a cassé. Et quand on regarde en dessous, donc normalement celui-là, c'est un rayon qui est à moitié développé, donc on voit, c'est complètement plein, quoi. Ça fait une vingtaine de kilos, une boîte comme ça, on appelle une hausse. Et quand c'est plein de miel, donc c'est une très petite ruche, parce que les ruches industrielles, je crois que les éléments font 30 ou 30 kg ou un peu plus. Donc les femmes, les personnes âgées, les gens qui ont des problèmes de dos n'y arrivent pas. Ça, c'est donc une ruche qui est un petit peu plus confortable. Moi, j'ai pas choisi cette ruche-là pour son côté forcément écologique, simplement parce que j'ai pas le temps de m'occuper d'abeilles. Donc ce sont des boîtes vides que j'abandonne aux forêts, sur lesquels je mets des barrettes, je mets des abeilles dedans ou non, et puis je finis par récolter le miel un jour ou autre. Donc là maintenant j'ai choisi de les récolter en hiver parce qu'il y a quelques ruches qui sont mortes. Donc j'ai nettoyé les abeilles, j'ai ramené ces caisses à la maison, et donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc je rappelle que il y a traditionnellement 3 types de miel. Le miel qu'on donnait à la bourgeoisie, qui était le miel juste écoulé, donc c'est le miel de ce qu'on appelle de dégoûtement. On prend le rayon, on le casse, et après on laisse écouler. Après il y a le miel de pressage, et après je crois que c'est le miel c'est le reliquat, quoi. Donc en fonction du miel, ben, c'est attribué à un type de population ou pas, quoi. Donc ça, c'est le miel, on va dire, de dégoûtement, le miel le plus proche, le plus propre ou le plus noble. Et il a cette caractéristique dans les ruches Varées d'être fortement chargé en propolis et en pollen, parce que si vous regardez dans les rayons, il y a toujours ici, on ne voit pas très bien, des cellules jaunes, un petit peu, on voit, voilà, il y a du pollen dedans. C'est inévitable, réparti dans la rayon de miel, il y a des inclusions de pollen. Et c'est du pollen qui est la caractéristique d'être lactofermenté. Contrairement au pollen d'apiculteur, qui est donc du pollen frais qui vient des abeilles, qui est intercepté à l'entrée de la ruche. Ça, c'est du pollen qui a été mastiqué par les abeilles, rempli, stocké dans les alvéoles et mélangé avec un petit peu de salive de façon à ce qu'il a fermenté. C'est le seul pollen qui est digeste. L'autre pollen que les apiculteurs vendent, c'est une arnaque, il est absolument pas digeste. C'est bon pour leur porte-monnaie, mais pour vous, ça n'a aucune propriété digestive. Donc quand on va presser ce miel, on va retrouver tous ces produits-là, la propolis et le pollen en suspension dans le miel, ce qui en fait un miel sale. Si on regarde les futures normes américaines, donc ils vont venir chez nous, hein, grâce à soi-disant marché de libre-échange, bah, va nous imposer un miel hyper filtré, hyper clair, hein, comme les Américains aiment, dans lequel il n'y a absolument plus rien d'intéressant. C'est la tendance. Hein. Et donc ici on produit du miel dit sale, hors classe, quoi. Donc il est sale, chaque fois qu'un apiculteur le voit, il me dit « Ah mais il est sale ton miel ». Oui, parce qu'il y a beaucoup de pollen dedans. Donc en fait il devrait être vendu beaucoup plus riche que les autres. Hein. Voilà, donc ça c'est la présentation de la hausse, des rayons. Là normalement il y en a 8, il y en a un que j'ai déjà sorti parce qu'il y en a qui étaient abîmés. Donc vous voyez, j'ai enlevé ce qui n'était pas propre et j'ai remis le rayon tel quel dedans. Et donc c'est juste une caisse que je ramène à la maison dans ma voiture ou sous mon vélo. Et voilà, donc pour les outils, alors qu'est-ce qu'il faut pour extraire ce miel, contrairement aux apiculteurs qui ont besoin d'une miellerie, hein, un local pour stocker toute leur cire en hiver, hein, qui traitent pour éviter d'avoir de la teigne, toutes leurs centrifugeuses, tous les cadres dont ils ne servent pas et les hausses qu'ils ont brûlées, hein, parce qu'ils travaillent tout l'hiver pour entretenir leur ruche. Moi j'ai rien, une fois que j'ai entretenu ça, une fois que j'ai prélevé le miel, ça va de nouveau dehors, donc j'ai pas de local, et j'ai pas de centrifuge, j'ai rien du tout. Je traite pas non plus les cires, parce que tout est cassé, broyé, et après c'est fondu. Donc que faut-il pour récolter le miel quand on est en Varée? Il faut un saladier. Alors moi j'ai acheté chez Ikea un saladier avec un trou, j'ai fait un trou en dessous, hein, donc c'est un saladier qui vaut 5 €.
J'ai acheté une passoire, ça c'est le seul outil vraiment d'apiculteur, c'est une passoire d'apiculteur à double fond. Donc je ne l'ai pas nettoyée parce que je suis toujours en train de presser. Donc elle a donc deux caractéristiques, d'être à double fond, donc des mailles de taille variable, et d'être ajustable sur n'importe quel support. Et une casserole, la casserole que j'ai récupérée. Donc là, coût de l'opération, 25 €. Et avec la vareuse, donc on arrive à peu près à 50-60 €. Et mes premières ruches, je les ai fait avec du bois que j'ai récupéré. Donc pour 60 €, vous pouvez faire votre miel vous-même. Il faut arrêter de raconter des salades, qu'il faut 500-600 €. Un apiculteur industriel, avec une seule ruche, je crois, il lui faut, je ne sais plus combien, 800 € par unité, quoi. Et après, c'est encore quelques centaines d'euros chaque fois. En varé, mise de départ 60 € si vous êtes bricoleur, et après plus rien, quoi. Moi j'ai fait le choix d'acheter des maturateurs, donc des grosses casseroles, et du matériel un peu plus performant, simplement parce que j'ai pas le temps. Je suis profession libérale, j'ai absolument pas le temps de m'embêter avec ça. Donc pendant des années je faisais ça, et j'ai un copain qui a une trentaine de ruches varées, il a que des casseroles. Donc régulièrement quand c'est la saison, vous allez chez lui dans la cuisine, il y a des casseroles dans tous les coins, avec du miel par dégouttement, donc en fonction des types de miel. Voilà, donc ça c'était la ruche, le miel, les outils. Je vous montre maintenant comment est-ce que... donc ça je mets de côté puisque c'est quelque chose que j'utilise plus du tout, enfin quasiment plus, là c'est... J'utilise encore parce que ça c'est du miel dans lequel il y a eu des sciures de couvain, donc c'est du miel qui sent fort. Celui-là je le récolte pour faire de l'hydromel, c'est tout. Donc ça je le mets par terre, ça va me servir comme base. Et donc voilà ce que j'ai ramené. Donc la ruche c'est un élément structuré, comme ça, et sur le dessus duquel vous avez un plastique. Donc quelqu'un qui ne s'y connaît pas se dit « Ah, c'est dégueulasse, c'est des croûtes de saleté, c'est complètement encrouté ». En fait, c'est une matière les plus précieuses qu'on ait dans la ruche, ici, qui s'est accumulée sur ce support, qui est donc une maille polyéthylène. C'est de la propolis. La propolis, comme vous devez le savoir, c'est 95% de résine d'abeille, de résine d'arbre, avec d'autres produits, ça sent très fort, et c'est donc à usage thérapeutique essentiellement là. Donc pour le récolter, on le met au congélateur, cette grille, et donc comme la résine d'arbre se rigidifie énormément et considérablement avec le froid, il suffit de le sortir rapidement, de rouler la grille, tout tombe comme du verre, hein, ça casse, c'est pas dangereux, et on le récupère sous forme de poussière. Après c'est mélangé à de l'alcool quasiment pur à 100 de, comment est-ce que dit, à 100 degrés, 99,999 degrés, et donc ça s'accumule là-dedans. Il doit y avoir une trentaine de propolis, enfin la quantité produite par une trentaine de ruches. Voilà. Et voilà, donc ça j'accumule là-dessus, ça c'est un premier produit. Et donc quand je rentre, j'enlève ma grille et je ramène ceci. Alors là les trois voilà. Alors ça c'est un bloc de trois éléments qui vient d'une ruche qui est morte. Donc vous voyez les verres, les vitrages. Il doit y avoir encore quelques abeilles dedans, mais elles sont toutes sèches. On voit clairement qu'il y a encore du miel dedans. Hein. Donc là c'est des vieilles cires, il y a une filetterie qui est cassée, c'est pas très grave, donc je décolle, je désolidarise. Je désolidarise rapidement les hausses. Hop là. Voilà. Et on va décoller. Donc l'astuce maintenant, ces rayons, ces grands rayons, ils sont soudés sur trois côtés parce que plus ils sont lourds, plus ils contiennent de miel, plus ils sont fragiles. Les abeilles, pour ne pas prendre de risque, elles les soudent sur les côtés. Vous voyez, ça colle contre la vitre. Si je prends la barrette, que je tire, la barrette va partir, le rayon reste dedans. Et donc il est collé sur le côté, collé sur le dessous. Donc ce que je vais faire, je vais passer un couteau pour le décoller un petit peu entre les deux. Et après décoller verticalement sur les deux faces. Ça c'est la théorie. La pratique, maintenant je vais vous montrer. Voilà. Faut quand même être costaud. Donc, ah oui, ça c'est le dernier outil qu'il faut. Donc, un outil que tout le monde a, c'est un couteau de mauvaise qualité, donc une lame très souple et qui a une hauteur à peu près équivalente à la hausse. Là, on voit qu'il est trop court, mais enfin, on va essayer de se débrouiller. Et un autre couteau, plus viril, celui-là, pour épater la galerie, ou accessoirement décoller les hausses. Hein. Donc ça sert de levier, simplement, et on appuie comme ça, c'est tout. Si on prend un lève-cadre habituel, ça ne marche pas bien. Donc on y va joyeusement. Donc ça c'est une ruche qui est en acacia, donc très lourde.
et on vérifie que c'est à peu près décollé. Donc c'est simple, hein. Donc vous voyez, quand vous avez une bonne récolte, chaque élément faisant à peu près 20 kg, ça fait 20 kg, 20 kg, 20 kg. Et donc il faut arriver à se bout de tout ça. Voilà. Donc vous avez entendu le bruit, ça a craqué, ça bouge maintenant. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? J'utilise pas, comme dit, j'utilise pas ma casserole, mon saladier d'Ikea, j'ai investi dans des maturateurs. Donc c'est des seaux en inox qui ont un robinet en bas. Donc on vérifie que le robinet est fermé. Et donc pour éviter que le trou se colmate, j'ai mis un bricolage avec une espèce de passoire comme ça et une grille. Et je vais balancer toutes les rayons que je vais broyer à la main dans le seau. Je laisse le miel s'écouler. Et après une semaine, on récupère donc du broyat comme ça. Hein. C'est ce matériel-là qu'on récupère. Donc c'est simplement les cires qui ont été, enfin les petits conteneurs en cire qui avaient le miel, qui ont été broyés. Le miel est sorti, donc il passe à travers cette grille. Ce seau-là, je vais le mettre sur une table. Je mets ma passoire sur un deuxième seau, comme ça. Le premier seau, j'ouvre, il coule dedans. Et là, on a le miel qui va rester pendant une semaine. Pendant une semaine, il va mûrir. Il va maturer, on dit. C'est-à-dire que les particules vont monter en suspension. Et une fois que il a mûri, le miel, donc tout de suite, ça va stimuler votre imagination, ça vous allez comprendre. Une fois que il a bien décanté, là l'opération est simple, hein, donc on ouvre et on laisse couler, quoi, hein. C'est du vrai miel, hein, il n'y a rien de particulier, quoi. Et donc là, cette année, on a eu au rucher école le long de l'eau 3 ruches qui sont mortes, et j'ai eu 50 kg, ça fait ça de miel, quoi. 50 kg, un bonhomme normal a du mal à le soulever, quoi. Donc on a distribué ça entre tous les élèves du rucher qui étaient présents. Et voilà ce que ça donne, quoi. Donc c'est du miel qui coule comme de l'eau et que j'ai pas fait, quoi. Voilà. Donc on remplit des pots comme ça, et puis après on passe toute l'année à vivre de ça, quoi. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas dur. Et quel est l'intérêt de le passer dans un premier et après dans un second? On pose des questions à la fin parce que il y a des gens. Quel est l'intérêt, pardon? Parce que tu fais d'abord passer dans une première. Oui. Dans un premier temps, on a ce broyat là. Si je mets ce broyat dans les pots, il va fermenter. Parce que c'est pas propre, tu vas en trouver avec des pattes d'abeilles, des antennes, éventuellement une abeille sèche, ce genre de truc, quoi. En Asie, ils apprécient, quoi. Hein. C'est comme un bijou, quoi. C'est une abeille, quoi. Et ici, avec l'américanisation de la culture, t'as l'impression de mourir, quoi. Donc il faut que ça soit un peu propre et surtout ça facilite la conservation. Donc dans un premier temps, il s'agit simplement de faire couler le miel. Et une fois qu'il est sorti de ces petits contenants en cire, après de le laisser décanter, c'est tout, quoi. Ça s'arrête là. Mais moi j'étais chez des gens qui ne s'embêtaient pas du tout. Donc ça c'est du miel mûr, hein. Je remets quelque chose, c'est sympa à vous montrer le cycle complet. Maintenant je vais vous montrer l'extraction elle-même. Voilà. Alors, vous avez vu à peu près le procédé, hein, ça prend 2 temps. En général, quand ma fille fait une bêtise, je la punis et puis elle est obligée de remplir 50 pots. Quand je fais pas de bêtises aussi. Ouais, quand je fais pas de bêtises, c'est pareil. C'est à voir. Voilà. Vous voyez donc du miel qui est propre, hein, il y a des petites bulles d'air dedans. Et il est propre, il se garde, il n'y a rien à faire, pas de pasteurisation, rien à faire, quoi. C'est du miel d'abeille, hein. Ça c'est pas du miel d'apiculteur. Le miel d'apiculteur, il a des fois une très forte proportion de sucre de betterave dedans, et c'est du nourrissement, puisqu'en fait eux ils prennent tout le miel, après ils nourrissent les abeilles pour qu'elles survivent, et souvent ils rajoutent encore du nourrissement en période de mielée, ce qui fait qu'il y a beaucoup de sucre de betterave qui se retrouve dedans, quoi. Donc ça c'est pas du tout du miel d'apiculteur, c'est du miel d'abeille, hein. Ça n'a rien à voir, hein. C'est vrai qu'on met pas d'étiquette dessus, je suis pas obligé de dire
qui a fait la connerie, ça c'est les abeilles qui ont fait. Voilà. Donc, je mets mon premier seau hein, dans lequel on met le broyat. Et on va y aller. Hein. J'ai pris le premier élément. Donc on va cracher. Voilà. Je le mets là. Vous voyez, il y a un rayon qui s'est détaché. Un rayon qui s'est détaché, qu'est-ce qu'on voit sur ce rayon? Alors, avant d'être mis dans le seau, il doit être vraiment analysé. Hein. Donc on voit, il est très clair, vous voyez, il est magnifique. Hein. Voilà, c'est operculé. Et on le met dedans. Voilà, c'est tout. Quoi, hein. Alors, il est dedans. Et après on va le casser quoi. Alors ça je mets simplement parce qu'il était accroché sur le dessus. Si vous voulez reculer un petit peu. Ah oui donc. C'est bon après ça. Voilà donc on a la hausse ici. Alors voilà. Moi ce que je fais, je renlève simplement un rayon. Une fois que j'ai fait ça, le couteau viril. Hein. Voilà. J'ai mal, il est trop collé là encore. Puis là, je vais pas l'avoir celui-là. Un rayon. Alors celui-là, on l'inspecte. Pas d'abeilles mortes, pas de moisissures. Pas de cellules remplies non operculées. Je le prends, je le pose, je le coupe. Voilà, terminé. La barrette, je la mets là. Deuxième rayon. Voilà. Je le sors. Je l'inspecte. Pas d'abeilles mortes. Pas de miel non operculé. Je le pose dans la boîte. Je le sors, c'est tout. C'est pas du travail intellectuel quoi. Hein. Et celui-là qui est en train de casser là. Voilà. Celui-là il est mal parti. Ouais, ça c'est un beau point là. On le prend, on le contrôle. Quelqu'un veut-il essayer de le faire? Je peux pas demander à tout le monde parce qu'on n'a pas assez. Quelqu'un veut essayer de l'extraire? Voilà, si tu veux juste te laver les mains 2 secondes avant, à moins que tu aies les mains propres. Mais il faut pas casser la collecte. Voilà, si, justement. Et, alors par contre, il faut que tu remontes tes manches. Une deuxième personne veut aider, mettre les mains dans le cambouis. Vous pouvez aussi aller vous laver les mains. Donc il y a une personne qui sort les barrettes, une autre personne, si possible, sans manches ou qui enlève ses manches. Elle peut se mettre torse nu, je vois que c'est des dames. Pas flouté sur la vidéo. Mais seulement le visage. Donc une personne, je disais torse nu, voilà. Alors tu peux choisir où tu broies, ou tu extrais les rayons. Alors pour extraire les rayons, voilà. Tu as bien compris, hein. Écoute, je te laisse faire des bêtises, de toute façon on fait des bêtises. Vous êtes prête? Ouais. Et la douche après. Anne. Hein, la douche est... D'accord. Vas-y, alors il faut absolument pas oublier des cellules. Donc il faut que tu prennes un pain entier et que tu le broies à la main comme ça. Et celui qui est dans le fond, je commence à un dernier. Voilà, tu fais comme tu veux, mais il faut y aller méthodiquement. Toutes les Hein? cellules. Voilà. Et pourquoi tout à l'heure il fallait pas qu'elle soit, il faut qu'elle soit toute operculée? Ouais, comme ça, il faut bien le broyer. Tu peux prendre avec une main le rayon et avec l'autre tu bois. Tu bois. Ouais. Hein. Ouais. Il faut surtout pas. Après, tu remues toute la masse pour vérifier que tu n'as rien oublié. Hein. Ok. Oui, la question c'est pourquoi on va pas prendre des. Operculée, là. Pas operculée. Non operculés. Parce que le miel ne contient pas. On n'a pas atteint le degré de cysticité souhaitable. Super bon. Et donc, il ne va pas se garder. Le miel qui est operculé D'accord, a, je faut crois, prendre la place. 17% d'humidité. Et donc se garde. Le miel non operculé a plus. Il faut le couper quand il est pas operculé ou... C'est géant. Maintenant, on va ça. Tu t'en sors, Diane? Faut passer un peu plus noir en bas, voilà. Voilà, alors tu le poses, attention, mais tu peux y aller, hein. De toute façon après Anne sera prête. Elle sera... Non, tu t'occupes pas de Anne, elle sera pleine de miel. Vas-y, continue Anne. On Voilà. va voir comme ça. Pardon. C'était un peu foncé. Attends, les bras. je peux regarder juste le rayon pour vérifier qu'il n'y a rien. Il est bon. Ouais. Alors, la réflexion de René est la suivante. Il a remarqué que le rayon a des marques de plus ou moins foncées. Alors,
Un billet, je crois. Alors, qu'est-ce qui donne sa couleur au miel? Le miel, quand il... au cire ou au miel, hein, en fait c'est la couleur des cires. Les cires, quand elles sont jeunes, très fraîches, sont quasiment blanches ou transparentes. Et la première année, elles deviennent jaunes. Alors, il vaut mieux que tu coupes... Non, il faut... Attends. Alors, il faut couper à 45 degrés, comme ça. Ah, voilà, toujours laisser une amorce. Et avec le couteau tranchant, ça c'est un couteau qui coupe. Hein. ah d'accord. Il ne faut pas se blesser, d'accord? Donc sur les barrettes, vous voyez, on laisse toujours une amorce en V comme ça pour pouvoir bien favoriser la construction en partie médiane de la latte, de la barrette. Hein. Vous voyez, là on voit bien, c'est bien laissé. On n'a pas rasé la barrette à plat. Hein. Là c'est une barrette, oui c'est là aussi. C'est bon? Je te laisse continuer? Encore une? Et voilà. Voilà. Et donc là, quand on voit des saletés, des abeilles mortes, il faut les enlever, hein, parce qu'elles risquent de se retrouver. Donc je continue mon explication. Les jeunes cires sont blanches. Les cires, après un an, ont une ponte, ont obtenu le contenu du miel, sont jaunes. Et quand elles sont brunes foncées, voire noires, c'est qu'elles ont contenu du couvain. Du couvain pendant plus ou moins longtemps. Et ce couvain, alors ce qu'il faut éviter, c'est que la barrette pivote. Moi je mets toujours voilà. Je la maintiens bien à plat comme ça. Voilà. Voilà. Tu as bien sectionné partout. Hein. Voilà. Très bien. Tu fais la même chose là. Donc tu appuies bien là. Tu vois, pour éviter qu'elle pivote. Si elle pivote, il y a un cisaillement de... Alors moi ce que je fais, regarde. Bien, si tu prends appuies d'une barrette à l'autre, ça marche mieux. Hein. Voilà. Voilà. Et maintenant, plus qu'avec l'autre couteau. Voilà. Il faut bien la sortir de côté. Voilà. Je l'inspecte. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? Une abeille. On enlève l'abeille. Une abeille morte. Pas de couvain percuté. Ah, là il y a du couvain un peu humide. Là on voyait qu'il y a du couvain humide. Pardon. Je vous montre ici, vous avez des cellules qui sont mouillées. Donc c'est du couvain, c'est du miel qui n'a pas séché et qui a pris un peu la rosée. Donc ça on va le couper. Si je le mets dans le pot, il va se gâter. Donc là j'ai une poubelle. Donc ça c'est perdu. Voilà. Ça c'est du miel qu'on récupère pas parce qu'il va faire fermenter. Après on a les pots qui fermentent. C'est pas perdu, hein. Voilà. Tiens, je te rends ton truc. Donc tu vérifies qu'il n'y a pas de saleté. Ça sent super bon. Ah, c'est le sang là, c'est magnifique. C'est absolument divin. Donc vérifie. Voilà, tu tailles bien 2 biais. Évite de mettre un bout du doigt dedans parce que ça donne un mauvais goût. Surtout si ce sont mes doigts. Ouais. J'aime pas du tout ça. Les gens mettent du doigt là-dedans. Ils sont propres, hein. On vient de les laver. Voilà. L'exagère. Donc voilà. Donc là on voit c'est du bon miel tout ça, hein. On aurait pu le manger mais comme l'autre côté n'est pas operculé, il n'est pas question de le récupérer. Là on voit bien, hein, c'est des cires jaunes et là elles sont brunes. Et même sur les arases on le voit, vous voyez, ici c'est des cires vraiment toutes claires, hein. Ça c'est des cires qui n'ont jamais contenu de couvain. Donc ça donne un miel qui a un goût tout à fait différent. Le premier il a vraiment un goût de miel avec, on sent l'odeur des fleurs. Moi ce que je propose là maintenant c'est qu'on arrête là. Je vais vous donner encore quelques explications pour la suite. Hein, si tu veux te... Ah oui, tu bois encore. Hein. Oh non, vas-y, je vois que t'es pas terminé encore. À moins que tu veux te nettoyer les mains et puis tu regardes. On m'a dit méthodique, hein. Alors je suis méthodique. Voilà. Donc je continue les explications. Hein. Donc vous voyez à peu près comment ça marche. Donc je vous ai expliqué la récolte du miel. Quelqu'un a des questions pour la récolte du miel? Vous avez à peu près vu comment ça marche. Hein, faut simplement pas se ramasser la hausse sur le pied, pas se couper dans la main, mais c'est à peu près la seule difficulté. C'est vraiment... c'est du low-tech par définition, hein. Ça ne peut pas tomber en panne, il faut jamais de pièces détachées, il faut le couteau de cuisine, c'est tout, et des casseroles. Hein. C'est vraiment rien. Hein. Et puis comme tu l'as dit, ça sent très très bon. Accessoirement, le miel qui est centrifugé a nettement moins de goût, parce que c'est des micro-gouttelettes qui sont projetées à haute vitesse, enfin haute vitesse, plus rapide que ça, quoi. Et donc il y a beaucoup d'odeurs qui partent. On dit qu'il y a à peu près 2 fois moins de goût dans un miel d'apiculteur. Ça c'est du miel qui est simplement produit par dégouttement, comme au Moyen-Âge, hein. On presse, ça coule. Il n'y a pas de courant d'air, il n'y a rien. Et voilà, donc pour le miel c'est bon, pour la propolis vous avez vu. Et une fois que j'ai récupéré donc que le miel est passé du premier seau au deuxième seau, je me retrouve avec un seau, le premier seau plein de broyat. Donc le broyat c'est ça. Donc qu'est-ce que j'ai acheté moi? Et ça vous n'êtes pas obligé de l'avoir, hein. J'ai acheté
on avait fait des achats groupés, c'est des presses en inox à fruits. Donc ça vaut 55 €, une presse comme ça. Alors elle a l'air sale, c'est pas de la saleté, elle a été nettoyée à l'eau à l'eau bouillante, c'est du propolis. Hein. Donc c'est un tambour en tôle perforée et une casserole, une cuve avec une piscette dedans. Donc on met simplement tout le broyat dedans. Je vous montre. Hein. Donc ça c'est une récolte en eau et ça c'est Bright Bar. Donc les deux n'ont pas le même goût. Donc je spécialise, hein, je garde toujours les mêmes choses. Donc on met toujours les broyats de cire qui produisent carrément plus rien comme cire dans la presse. Hein, je vous montre. Alors la difficulté de la presse ici, elle se situe à 2 niveaux. Il faut remplir de manière parfaitement homogène pour éviter que la plaque ici, le piston, se mette de travers. S'il se met de travers, l'axe ici casse. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut y aller très très fort, beaucoup plus fort qu'avec des fruits. Et le premier jour, c'est toutes les heures qu'il faut remettre un tour de vis. Hein, c'est tout. Donc ça dure une journée. Chaque fois, vous passez à côté de la vis, le matin, le soir. Si vous avez des enfants, vous pouvez les punir. Hein, aussi, donc j'ai rempli, vous voyez, c'est pas dur, hein, ça fait pas mal. Hein, c'est toujours. Là, ça n'a toujours rien à voir. Donc je mets ça. Et on visse quoi, c'est tout. Donc la vis, le piston en inox, voilà, c'est rien de particulier. Hop, le piston rentre dedans. Et là, il faut visser quand même un taré quoi. Hein. Et donc le miel, c'est l'inverse des fluides non newtoniens. Tu me corriges, Eva, si je dis une bêtise. Donc c'est un fluide qui est solide à une brève échéance de temps. À petite échelle de temps et sur une durée plus élargie, il est liquide. Donc quand je presse ici, celui qui vient d'acheter sa presse pendant 1 heure, il va dire putain ça marche pas et tout, ça marchera jamais. Il faut vous presser et vous attendez. C'est pas comme les arts martiaux, c'est une école de patience, mais ça produit dans la journée quoi. Hein. Dans la journée, vous avez une grande satisfaction quoi. Donc je presse, c'est tout. Et après, c'est tout. Donc après, comme moi je suis du tempérament pressé, je mets ça sur le radiateur, ou sur le poêle, sur très très faible température, et là, ça sort beaucoup plus vite. Hein. Je vais juste me laver les mains, je reviens. Ah oui, et donc après une petite semaine, sur le radiateur, un tambour plein, oui, un tambour plein rempli jusque là, 2 cm au-dessus du niveau, me donne ça. C'est une galette de quoi? De cire broyée, et ça me donne... Donc ça part après au sérificateur solaire. Des petits bouts de... Alors l'intérêt de cette presse est vraiment considérable. Pourquoi? Parce qu'il y a entre à peu près 5% du miel qui n'est pas récupéré par dégouttement. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez broyé votre miel, hein, vos cires dans une casserole, eh bien, il reste dedans 1,5 kg à peu près, pour une hausse. 1,5 kg, non par ruche je crois. Il reste 1,5 kg de miel que vous avez perdu. Alors ça c'est un problème de radin, vous allez me dire, oui c'est vrai, parce que vous pouvez très bien vous la jouer écolo et dire, vous remettez ces cires dehors et les abeilles lèchent tout. Chaque petite particule de cire va être léchée. Et je vous assure, il n'y a pas rien, même pas une molécule de miel qui reste. Hein. Les abeilles font ça super bien. Et ce miel, donc, les abeilles vous le remettent dans la cire. Donc vous le récupérez. Donc on pourrait dire, pas la peine d'acheter cet instrument-là. Si, pourquoi? Parce que vous avez, après pressage, un miel qui a une très très forte teneur en propolis. Il devient carrément, certains le trouvent vraiment pas bon à manger, tellement il est fortement chargé en propolis et en pollen. Donc en fait c'est l'inverse, ce miel-là, c'est le miel qui a la plus grande valeur que vous puissiez avoir, puisqu'en fait il est extrêmement riche. Donc là, après, si vous voulez goûter, vous pouvez goûter. Il y a donc, pas tout de suite, hein, je termine d'avoir les explications, il y a du miel normal par dégouttement, donc ça c'est pour les nobles, les seigneurs de clergé. Après, il y a pour les bourgeois et pour les percepteurs, évidemment, et l'armée. Et ça, c'est pour les petits peuples. Hein. Non, en fait, ça, c'est du dégouttement, ça, c'est du pressage. Et ça, c'est du miel qui a été produit dans les cires avec couvain. Donc, quand on me demande, mais pourquoi est-ce que je mélange pas tout, les cires qui sont noires et les cires qui sont claires, parce que certains diront que ça donne un goût de caramel, d'autres, non, ça donne un sale goût, quoi, ça sent plus le coup. Hein. Alors, vous goûterez vous-même, suivant la force, moi j'aime bien quand ça a un tout petit goût de caramel, donc je trie pas toutes mes cires. Mais quand les cires sont très très noires, je prends pas le miel sert à faire de l'hydromel. Donc en fait c'est le même process, hein, c'est le miel qu'il y a là-dedans dans les casseroles, si vous voulez goûter. Hein. Celui qui a encore plus de goût, c'est
Ça c'est du miel qui vient vraiment que des cirés couvains. Hein, il n'est pas vraiment noir, vous voyez, mais il est fortement chargé. Donc vous pouvez goûter aussi après. Et donc vous goûterez, hein. Alors ça c'est une cuillère propre. Je souhaiterais que les cuillères ne servent qu'une fois, donc vous pouvez goûter tous les miels, mais si vous goûtez 4 pots, c'est 4 cuillères. Vous les mettez nous là, pour une bonne entente. Hein. Ouais. Et donc une fois qu'on a terminé ça, donc ça c'est le circuit du miel, vous avez les différentes qualités de miel comme dit. Donc l'option de base du radin de service ou du fauché, on avait dit c'est 60 €, tout le matériel d'apiculteur, compris vareuse. Hein. Ah oui, avec enfumoir ça fait 80 € on va dire. Et avec la presse, c'est donc plus 55 €, ça fait combien 80 plus 55, ça fait 140 €, on va dire grosso modo. C'est encore jouable, je pense que la plupart des gens arrivent à se payer ça et font des produits tout à fait intéressants. Après, une fois que vous avez sorti ces pains de cire, vous pouvez là c'est un peu la galère pour les faire fondre dans une casserole. Moi j'ai une espèce de capteur soleil comme ça, dans lequel je mets toute la cire. Donc, et la cire qui est comme ça, donc de cette couleur là, elle ressort comme ça, quasiment jaune comme ça, pur, il n'y a pas une seule particule d'impureté dedans, hein, avec le sérificateur solaire. Et on en fait des cosmétiques, c'est-à-dire, n'est-ce pas Eva? Elle rigole. En fait c'est elle qui devrait parler, parce que moi je m'en sers pas tellement des cosmétiques. Donc c'est un mélange de... Eva? Un mélange de quoi? T'as la bouche pleine? D'huile de souci, enfin, calendula. d'huile d'olive avec du souci dedans, Voilà. Et de la cire d'abeille. Voilà. Et de l'essence. Voilà, d'huile de calendula. Alors, l'huile de calendula, vous voyez, on prend des fleurs de souci, on les met dans les pots en verre et on les laisse dans l'huile d'olive et ça donne de l'huile de calendula, comme vous voyez là. De souci, ouais. Et donc après on le mélange, on met quelques gouttes d'essence, là on a mis de la vanille, je crois. Ouais, de la vanille, ouais, dedans. Et ça sert à quoi, Eva, ça? Bah, c'est pour les lèvres, les mains, enfin... Les pieds? Non, mais... Non, pas les pieds. Les lèvres, les mains, ça sert de démaquillant, enfin voilà. Et voilà, donc ça c'est un sous-produit encore qui est intéressant si vous êtes sportif, vous êtes de l'escalade. Voilà, soit vous démaquillez, soit vous faites de la varap, de la voile, de la plongée, c'est toujours utile ça. Voilà. Et après, donc le miel qui est très fortement chargé en odeur de couvain, celui-là on l'utilise pour faire de l'hydromel. Donc ça c'est une toute petite dame Jeanne. En bas dans la cave j'ai des dames Jeanne comme ça énormes qu'on ne peut pas transporter. Et donc on en fait, il y a un tiers du miel que je trouve pas intéressant et qui va là-dedans. Et ça donne un alcool très fort, très parfumé. Il faut attendre 3-4 ans, donc je ne vous le fais pas goûter. Officiellement, c'est ça la raison, quoi. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions? Donc la présentation est terminée, vous voyez, il n'y a pas à chiquer. On avait calculé, je crois qu'il faut, pour faire un peu de miel, il faut 1300 € en circuit normal, conventionnel, c'est-à-dire de l'apiculture industrielle avec des dadans, centrifuges et tout le soin. Là, on est à entre 80 et 130 € pour faire un miel qui a aucune comparaison, qui est plus parfumé et qui est beaucoup plus riche en nutriments que du miel d'apiculteur. Hein. Tu parles du principe que la caisse, on se la fait soi-même, etc. Ouais, pour 60 €, il n'y a pas de ruche. Hein. Donc ça c'est une ruche en robinet, mais l'autre en bas qui était par terre, c'était des ruches en mélèze, et on fait un atelier là, le 15 du mois prochain, où on fait des ruches comme ça, donc c'est des ruches, c'est exactement ce modèle-là, donc vitrées. C'est du bois totalement imputrescible, donc qui dure, mélèze, il n'y a pas de durée de vie, hein, de limite de vie, puisque avec un toit abrité, il n'y a pas de limite, quoi. Et ça vaut 85 €, on vend une ruche comme ça 85 €. Donc en Allemagne c'est 220 € la ruche, quoi. Mais là il faut vous la faire vous-même. Hein. Ah ouais. Voilà, donc ça c'est la petite histoire, c'est des caisses vides qu'on laisse dehors. Et il n'y a rien à acheter chaque année, hein, parce qu'un apiculteur normal, il doit brûler au chalumeau l'intérieur de ses ruches, parce que c'est totalement infecté de maladies. Et ensuite il rachète des cires industrielles dans lesquelles il y a, je sais pas combien, 5 ou 10% de paraffine, donc des produits pétroliers. Il tend des câbles inox sur des cadres qu'il achète tous les 3 ans, il doit racheter tous les cadres. Ensuite il tend des câbles inox, il met ses feuilles de cire gaufrée et après il les met dedans. Donc en fait il bosse une bonne partie de l'hiver, chaque année, pour réentretenir ses ruches. Alors que moi je fais rien, je remets ça dehors et je remets un nucléus dedans et c'est reparti. J'ai jamais acheté d'abeilles de ma vie. Alors, il faut 3 reines pour faire du... Nucléus, c'est quoi? Non, le nucléus c'est un petit peuple, un tout petit peuple d'abeilles. Ah d'accord. En fait, on provoque... c'est comme dans lequel il y a une reine, quand même. Voilà, c'est un peuple qui est autonome, qui est capable de devenir un essaim complet. Et donc vous prélevez une partie d'une ruche mère, et vous le remettez dans une vieille ruche dans laquelle vous avez tout mangé, quoi. Et donc il recommence, hein, lui, c'est son truc, quoi. Moi c'est mon truc de manger, Et il lui faut combien de temps un nucléus pour... Un nucléus, pendant 1 an il fait rien, hein. Et enfin il fait rien, il bâtit, il grossit, il bâtit, il se met à l'aise, et l'année suivante il explose, quoi. Après, pour la conduite de la ruche, ça tient pas dans une soirée. Hein.
C'était juste démonstration de miel, un petit verre de vin de coin, et après c'est tout quoi. Donc si vous voulez, après je ferai une autre conférence sur la conduite de la ruche Varré, qui n'a rien à voir avec la ruche industrielle. Pour produire du miel, il faut... Varré, ça s'écrit W ou... W-A-2-R-E, ouais. Voilà. Donc pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que c'est un abbé qui a fait ça. Ah oui, c'est une question intéressante. Pourquoi en fait Varré, pourquoi l'abbé, pourquoi ce nom, pourquoi cette forme? C'est simplement un abbé qui, dans un esprit de caritatif, je ne sais pas comment on appelle ça, donc de souci d'alimentation des pauvres, avait mis au point cette technique dite d'apiculture populaire pour que tous les gens de la population, en gros les fauchés, les tarés, les simples d'esprit, puissent se nourrir, sachant que le miel c'est un aliment de très forte valeur. Donc il a tout de suite compris qu'il ne fallait pas forcément leur donner des patates, mais s'ils mangeaient des choses de très nutritives, ça leur facilitait la vie. Donc il a fait des caisses vides, dans lesquelles n'importe qui arrive à faire, dans lesquelles n'importe qui arrive à peupler des abeilles et faire un peu de miel, quoi. Bon, la théorie est un petit peu changée, puisque depuis que les apiculteurs ont importé le varroa, pourri les variétés d'abeilles et traité à fond, les abeilles sont plus à même de fonctionner aussi facilement qu'autrefois. Donc on peut plus faire ce qu'on faisait autrefois, c'est-à-dire laisser les abeilles tout faire, mais il y a quelques petits trucs pour faire des belles quantités de miel avec ces caisses vides, et une fois que les abeilles les ont remplies. Et voilà. Mais sinon l'idée c'est pour que les gens qui n'aient pas les moyens ni intellectuels ni financiers puissent faire eux-mêmes du miel, quoi. Donc c'est vraiment toujours low tech. C'est vraiment l'esprit. Et nous, c'est comme ça qu'on l'a repris, parce qu'on considère que les citadins, ils sont à peu près comme les pauvres d'il y a 100 ans, c'est-à-dire qu'ils ne savent plus rien faire, quoi. À part appuyer sur des boutons d'iPhone, d'iPod, ils font plus que ça, quoi. Mais des trucs comme ça, ils ont du mal à faire, quoi. Dès qu'il s'agit d'un petit peu de sensibilité, d'observation, d'apprendre à apprendre, c'est mal parti, quoi. Voilà, donc on a pris la solution simple, qui marche bien, quoi. Autre question? Bravo, j'ai oublié de dire. Ah mais j'y suis pour rien, moi j'ai rien inventé là-dedans, quoi. Voilà. Eva, t'as un commentaire à faire? Non? J'ai hâte de goûter le miel, même si je connais bien. Voilà. Alors voilà, donc je vous propose... Moi j'ai une petite question. Tu fais Bien. quoi avec les chutes qui sont contaminées par la rosée et tout ça, ce que tu as enlevé? Alors la rosée, je peux pas en faire, ça risque de donner un sale goût. Je pourrais en faire du miel qui fermente tout de suite, mais le problème c'est que moi je suis vraiment à l'arrache, je bosse n'importe comment, c'est quand j'ai le temps je m'en occupe, si je mets ça pendant 6 mois dans un pot, ça va pourrir. Donc ça va au sérificateur et je récupère des blocs de cire, des blocs de 2 kg, 3 kg de magnifiques cire, quoi. Des blocs comme ça. Et j'en ai donné à différentes associations qui font des produits cosmétiques, qui font des produits pharmaceutiques, des produits pour la santé, quoi, alternatifs. Donc je distribue parce que j'en fais rien. La ruche Varré fait très peu de cire. La ruche industrielle a besoin d'un voile de cire relativement épais, parce que les mecs les baladent, ils les centrifugent. Mais une ruche Varré donc a des rayons, je crois, je sais plus combien, il y a 23 grammes ou 6 grammes de cire sur tout un rayon comme ça qui tient 2,5 kg de miel. C'est un truc incroyable. Donc en fait, on n'arrive pas à faire beaucoup de cire. Et moi je récupère ça surtout. Autre question? Alors s'il n'y a plus de questions, quelqu'un peut descendre dans l'escalier, dans le coin il y a des bouteilles. J'ai une question, mais ça n'a rien à voir avec...